Salut à tous, vous regardez Campus Channel, on est ensemble pour 40 minutes de chat décomplexé avec ESCP Europe pour le master spécialisé Management des biens et des activités culturelles. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Marie-Pierre Fenol qui est la directrice scientifique du programme et Caroline Brun qui va être tout bientôt diplômée du master. Elles attendent vos questions, on commence tout de suite avec le pitch. Vous êtes prête ? Je suis prête. Vous avez 1 minute chrono, c'est parti. Parfait. Bonjour. Le master spécialisé en management des biens et des activités culturelles, que nous appelons entre nous le MABAC, est un double diplôme dispensé d'une part par l'université Ca' Foscari de Venise et d'autre part par ESCP Europe. C'est une formation résolument internationale qui est donc présente dans 2 villes qui sont, par l'équation culturelle qu'elle représente, des villes très marquées par les projets culturels. L'objectif du master est de former nos étudiants à la gestion de ces projets, de l'idée du projet à la mise en marché. Et pour cela, en leur faisant utiliser toutes les techniques de management qui seront utiles dans leur vie professionnelle. C'est un programme qui va du spectacle vivant au patrimoine, qui va de l'art contemporain au numérique et qui mélange à la fois la tradition et l'innovation puisque nous utilisons toutes sortes de techniques. C'est un programme qui reçoit des étudiants qui viennent de tous les pays et qui est dispensé en 3 langues, ce qui renforce son caractère pluriculturel. Et c'est fini. Voilà. On passe au face-à-face. Ok, on va pouvoir le faire de façon plus... Continuez à nous envoyer vos questions, elles s'affichent juste ici. Allez la régie, on envoie la première question. Alors, pourriez-vous définir plus précisément les activités culturelles? C'est très large comme secteur, la culture. En effet, alors, première position, nous posons la définition qui est la définition plutôt continentale, qui est la définition non pas des industries créatives, mais des industries culturelles. Alors, c'est quoi la différence ? Alors, dans les industries créatives, on intègre toutes les industries, y compris l'audiovisuel, y compris la communication, y compris le marketing, etc. Nous restreignons le champ sur ce master spécialisé, sur spectacle vivant et patrimoine, et bien sûr, toutes ces définitions à la fois dans le monde réel et dans le monde numérique. Okay. Donc, c'est plutôt cette définition-là. À côté, il y a un autre master qui est le master média, qui lui travaille plus sur les médias et l'audiovisuel. Et enfin, nous avons un 3e master qui est celui d'édition numérique, qui lui fonctionne sur l'édition numérique. Donc voilà. Caroline, donc, toi tu es diplômée. Tu me disais avant le live que tu étais en poste actuellement. Tout à fait. Tu travailles dans quelle entreprise et à quel poste ? Je travaille chez Art Graphique et Patrimoine, qui est une société que j'ai connue en fait à l'ESCP. L'intervenant est mon directeur actuel. C'est une société qui fait de la 3D pour la culture et le patrimoine. Donc c'est un secteur assez innovant, un métier de niche et c'est là où j'ai connu en fait vraiment le numérique en tant que tel. Mais qu'est-ce que tu fais au jour le jour ? Au jour le jour, je suis business developer. Donc je m'occupe de toute la prospection commerciale ainsi que du suivi des dossiers, des projets et des clients. Donc c'est très intéressant puisque nos interlocuteurs sont des institutions culturelles de très grande qualité. Donc c'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce que tu faisais avant le master ? Avant le master, mon parcours était plutôt orienté marché de l'art. Donc j'étais spécialisée en art contemporain dans les maisons de vente aux enchères. Et quand je suis venue avec l'idée d'entrer dans le MABAC, le master que j'ai fait, l'idée c'était vraiment de réorienter mon parcours puisque j'avais un master 2, j'étais très spécialisée et tous mes stages c'était des maisons de vente aux enchères. Okay. D'où ma problématique à cette époque. Depuis, grâce au master, je me suis, entre guillemets, respécialisée dans un secteur plus large, finalement, mais plutôt dans le management, ce qui n'était pas le cas avant. Ok, bon, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Je vais vous laisser passer à la deuxième question. Je trouverais super de passer un semestre à Venise, mais sans parler italien. Cela me semble compliqué d'arriver à suivre les cours. Possibilité de les faire en anglais. Je vais répondre peut-être. Si alors, effectivement, le choix, c'est 3 langues. Mais les étudiants, eux, ne sont pas obligés ni de parler ni d'écrire dans ces 3 langues. L'objectif, c'est l'adaptabilité des étudiants. Donc, les fondamentaux sont souvent en anglais, il y a des conférences en italien, il y a des conférences en français. L'idée, c'est de ne pas se couper des professionnels. Les professionnels, ce qu'ils aiment, c'est venir parler dans leur langue. Donc, si on commence à faire tout en anglais, bon, on fait comme tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Et si on va faire que de l'italien ou que du français, c'est pareil, on se coupe de possibilités. Mais on peut, on a le choix. On a le choix. La seule chose, c'est qu'on ne demande pas aux étudiants de parler, simplement à cet âge-là, ils vont vite à apprendre et donc l'objectif, c'est d'être adaptable et finalement, à la fin du master, et on a plein d'expériences comme ça, ils finissent par tous se débrouiller en italien et en français
et parler anglais évidemment. Voilà. Donc c'est un choix académique. Donc effectivement, c'est pas grave de ne pas parler italien à l'origine. Après, il faut s'y mettre un peu quand même. Hein. Voilà. Justement, Voilà. Caroline, tu t'y es mise un peu à l'italien? Oui, je parlais très bien espagnol, mais vraiment pas du tout italien en partant. Ce qui pour moi au début était un peu une source de stress. Et finalement, on a eu des super cours avec un excellent prof d'italien, donc de façon générale. Et nos conférences étaient aussi parfois en italien. Ce qui était vraiment plus facile, c'était que les Italiens de notre promotion nous aidaient vraiment pour les cours. Et donc, dès qu'on avait un problème, on était vraiment aidés. C'est-à-dire que dans ta promo, il y a des Français et il y a des Italiens. Tout à fait. On était environ 20 Français, 20 Italiens. C'est ça l'échange et c'est une vraie richesse, je trouve, de justement partager ces langues-là et d'apprendre une nouvelle langue pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Mais ça marche vraiment parce que moi, j'ai du mal à m'imaginer suivre un cours en italien alors que je ne parle pas italien du tout et comprendre quelque chose, prendre des notes et en retirer quelque chose. Ça va très vite. Ça va très vite et surtout qu'on a pris de base les vraies bases de l'italien. En partant de zéro. Donc, ils savaient notre niveau au départ. Et c'est là où on a pu évoluer. En l'écoutant tous les jours, en vivant à Venise, ça rentre très vite. C'est l'effet aussi immersion. Et tu parles italien maintenant? Alors, je ne le parle pas couramment, on va dire, mais je le comprends. Et je comprends tout. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour moi dans ce master. Et le fait d'aller à Venise, alors au-delà du côté linguistique, qu'est-ce que ça apporte à vos étudiants? Pourquoi Venise? Parce que c'est la ville où il y a le plus de projets culturels, à la fois classiques et en art contemporain. Enfin, Venise, c'est devenu la Mecque de l'art contemporain. Donc, ils ont absolument tous les professionnels qui viennent les voir. Et donc, ils partagent, ils font des travaux sur le terrain, ils vont à la Biennale, ils vont à la Fenice. Donc, le nouveau directeur de la Fenice, là, qui vient d'être nommé, c'est un professeur du master depuis le début. Donc, ils sont en contact avec les professionnels. Donc, Venise, c'est une sorte de laboratoire. C'est une ville, c'est comme Paris. On n'aurait pas pu faire ça dans d'autres villes italiennes. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a choisi Venise. C'est un master professionnel, hein. Donc l'idée, c'est d'être en contact avec les entreprises et les professionnels. C'est pas de faire des cours de marketing ou de droit. Je suis professeur de droit. C'est pas le but. Le but, c'est d'entrer en contact avec des professionnels et d'être très vite opérationnel. Autre question. Est-ce que vous nous aidez pour le logement à Venise? On connaît les prix de la Cité des Doges. Alors, c'est un vrai sujet. Il y a j'allais dire que le master existe depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, les étudiants se donnent des adresses entre eux. Donc, il y a toute une sorte de réseau informel, donc ils trouvent assez facilement. Mais ça fonctionne ça, Caroline? Oui, ça fonctionne, tout à fait. Nous, grâce aux anciens, en fait, on a eu toutes les pistes pour trouver un logement sur Venise. Ça n'a pas été une mince affaire. Alors, je recommande le sac à dos. En revanche, on a trouvé un appartement au prix moins cher que Paris et un appartement en face d'une église, donc c'était magnifique. Enfin, le contexte était parfait. Et quand tu dis on, c'est-à-dire que on a été en colocation avec deux amis du master. Voilà. Et les prix moins chers que Paris, ça fait quoi? On était à entre 500 et 600 euros par mois. Au mois? Par personne. Voilà. Ok. Et alors, au-delà du logement, au-delà des cours, qu'est-ce que vous faites à Venise? Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous visitez un peu? Oui, on sort, on visite vraiment beaucoup. On a fait pas mal de week-ends aussi à côté, donc à Bologne, à Vérone, etc. Donc on a la chance en fait d'avoir des trains pas chers et de pouvoir voyager aussi. Donc c'est une vraie chance. Venise, en tout cas, même en 4 mois, on n'a pas fait le tour. Il y a tellement de mystères et de lieux à voir qu'on s'occupe tous les week-ends et le soir aussi. Donc c'est une vraie richesse d'être sur place. Ok, je vous laisse passer à la question suivante. J'ai regardé la liste des cours. Il y a beaucoup de matières que je souhaitais justement éviter en m'engageant dans la culture. Du droit, de la compta. Au secours, il n'y a pas moyen d'échapper. Alors là, il faut être artiste si on veut échapper à tout ça. Je ne vois pas d'autre solution. Donc vous ne formez pas des artistes? Non, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de former des managers, c'est-à-dire de former des gens qui soient capables de gérer des projets culturels. Et pour ça, il faut savoir compter, il faut savoir faire des contrats, il faut savoir trouver de l'argent. Autant que dans d'autres secteurs? Peut-être encore plus, parce que c'est un secteur où il y a une diminution des subventions, donc il va falloir trouver d'autres moyens, et voilà. Donc nous, c'est pour ça que les techniques du management, c'est utile. Alors si on veut vraiment être artiste, il ne faut surtout pas faire le master. Voilà, le MABAC. Mais ceci dit, est-ce qu'il faut avoir une âme d'artiste? Est-ce qu'il faut avoir une appétence, une passion de la culture un peu plus forte que quand je vais m'engager dans, je sais pas, l'agroalimentaire? Une passion de la culture, sûrement. Après, il ne faut pas se tromper. Voilà, enfin, je ne sais pas, enfin, peut-être Caroline a peut-être quelque chose à dire. Je pense qu'il faut un intérêt pour la culture certain, puisqu'on ne s'engage pas dans ce domaine-là si on n'apprécie pas de soi-même la culture en général, quelle que soit la culture d'ailleurs.
L'idée, c'est qu'en fait, on doit être polyvalent dans la culture, d'où le droit, la compta, etc. Ces matières-là qu'on tente d'éviter quand on est étudiant. Et moi-même, j'en suis aussi, j'ai connu ça. Et je le sais, aujourd'hui, un contrat sera inévitable quand on est manager. Et idem pour la compta et d'autres matières qui paraissent moins sexy que d'autres. C'est vrai, c'est inévitable. Je pense que c'est un vrai plus de le savoir. Et donc, on a du droit, on a de la compta. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme On a cours? du marketing, on a de la stratégie, on a de la fiscalité, on a de la finance. Je fais exprès de donner que des matières qui ne font pas rêver, mais on a aussi de l'innovation, des produits liés au numérique. Et puis, on a tout ça en situation. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, je suis professeur de droit. Donc, en droit, les contrats, on va les négocier. C'est-à-dire que je vais leur expliquer ce que c'est que le contrat. Et puis, derrière, ils vont se prendre pour des artistes ou se prendre pour des managers et ils vont négocier. Et donc, c'est ça, en fait. Le but du jeu, c'est d'être en situation et d'être capable de négocier. Voilà. Et le côté culturel, on le voit à travers les cours ou on le voit dans les mises en situation? En fait, on le voit dans les mises en situation et on le voit aussi avec les professionnels. C'est eux, en fait, finalement, qui enrichissent l'élément. Parce qu'il y a beaucoup de contacts avec les professionnels. C'est très, très important. C'est eux qui le rendent vivant sur des cas concrets, en fait. Voilà. C'est ça l'intérêt. C'est une sorte de laboratoire des bonnes pratiques, quoi, le master. Okay. Donc, voilà. Mais il n'y a pas des cours de culture, des cours de... Ah non, c'est pas le but. D'histoire de l'art. Non. Alors, les étudiants viennent d'un peu de partout. Certains ont déjà un appétit, ils ont fait histoire de l'art, d'autres ont fait du droit, d'autres ont fait de la gestion, d'autres ont fait de la philosophie ou des sciences humaines. Peu importe, l'idée, c'est d'être capable de gérer des projets culturels. C'est ça l'objectif. Donc, voilà. Quel premier poste peut-on espérer en sortant du master? Par quoi commence-t-on? Ça va dépendre des secteurs, en fait. Si on va, par exemple, dans le spectacle vivant, dans le théâtre, on va être assistant administrateur. Si on va dans le numérique, on va être... C'est quoi votre poste exactement? C'est assistante commerciale, pour l'instant. Assistante commerciale. Voilà. Si on va dans un poste qui est plutôt lié à la gestion de droit, on va être dans les sessions de droit. Après, c'est une question d'âge. Les étudiants n'ont pas le même âge dans le Alors, master. ça va de quel âge à quel âge? On n'a pas de limite. Ça va, le bébé avait 20 ans. Donc, dans la promo, il y en avait un de 20 ans cette année? Non, peut-être 21. pas. 21, voilà. Et puis, on peut avoir des gens qui sont en bascule professionnelle, qui refont le master, le MABAC beaucoup plus tard, et qui, eux, peuvent avoir 35-40 ans. Donc, du coup, les postes ne sont pas les mêmes. Non, il n'y a pas de limite d'âge. Après, c'est des questions de projet. Voilà, c'est des questions de projet. Après, on choisit de faire cet effort de partir à l'international pendant 3 mois, 4 mois, quand on a une famille, etc. Ce n'est pas toujours évident. Mais on a des étudiants qui l'ont fait plusieurs fois dans le master, et voilà, donc ça va dépendre. Et là, les postes ne sont pas les mêmes. Et là, on a des postes de management, c'est-à-dire quelqu'un qui a 35 ans, qui a déjà une expérience, il va être tout de suite sur un poste de manager, il va avoir tout de suite des responsabilités. Quelqu'un qui sort de la fac et qui fait le MABAC derrière, il va falloir faire ses armes, quoi. Donc voilà. Et au niveau des entreprises, des institutions qui embauchent vos diplômés, peut-être si on regarde la promotion passée, ils sont où vos étudiants? Ils sont un peu partout. Ils sont à la fois dans des grandes entreprises classiques, alors je ne sais pas, on en a à la Phénix, au Louvre, à Orsay, enfin à la Biennale. Et puis on en a aussi dans des entreprises plus nouvelles, alors des startups qui se lancent sur les contenus culturels. On en a qui vont tenter des aventures éventuellement personnelles, donc des plus âgés qui se lancent dans l'auto-entreprise ou dans la SAS unipersonnelle, on va dire. Voilà. Donc on a différentes possibilités. On a beaucoup d'anciens et beaucoup d'entreprises qui sont partenaires. Donc après, les itinéraires, ça va dépendre. Et puis les anciens, ça fait des pépinières dans les entreprises. Donc un ancien va chercher un ancien, un nouveau, et voilà. Donc ça marche comme ça? Ça marche comme ça. Ça dépend en fait des personnalités, encore une fois. Je pense que vraiment, il y a une espèce d'entraide qui se crée naturellement entre les anciens et les nouveaux de la promo. Nous-mêmes, on a aussi aidé les nouveaux. On a sollicité une rencontre avant de partir à Venise. Et on le sait très bien, on va être sollicité pour une demande de stage éventuelle selon l'institution dans laquelle on est. Et on n'hésitera pas à potentiellement aider les personnes, mais aider de quelconque manière en fait. C'est vraiment naturel, je pense. Okay. Je vous laisse passer à la question suivante. Faut-il avoir une bonne culture générale pour évoluer dans le secteur culturel, être embauché et surtout se sentir à l'aise? Est-ce un milieu élitiste? Alors une bonne culture générale, ça sert toujours, oui évidemment. Est-ce un milieu élitiste? Ça va dépendre des entreprises, j'allais dire. Et ça, on ne peut pas le savoir avant? Et on ne peut pas savoir avant, mais en faisant le MABAC,
on commence à dépister les types d'entreprises. Parfois, avant d'y arriver, on fantasme sur telle entreprise ou telle autre, et puis ensuite, on rencontre les anciens, on discute avec les directeurs scientifiques, on regarde un peu ce qui se passe, et on change d'avis, et puis on a des opportunités qui s'ouvrent qui ne sont pas les mêmes que celles auxquelles on pensait quand on a fait le programme. Ça, il y a une telle variété de situations, puisqu'on ne ferme la porte sur rien, et on essaye d'avoir énormément d'expériences qui reviennent sur le programme. Voilà, donc est-ce un milieu élitiste? Moi, personnellement, je ne le trouve pas. Toi qui es jeune diplômé. Justement, le milieu élitiste, tout dépend. Je pense que dans la culture, il y a une vraie soif de savoir et de curiosité naturelle qu'il faut avoir dans tous les cas. Donc de toute évidence, une culture G, c'est toujours mieux. En revanche, milieu élitiste, je ne suis pas tout à fait d'accord puisque ça dépend des cas. Et encore une fois, il faut savoir se démarquer dans ce milieu-là. Donc, une culture générale, ça aide beaucoup. Ouais. Mais ça, on l'a avant. Ce n'est pas le master qui va la donner. Non, le master va donner d'autres outils et va donner aussi, au-delà des outils, des rencontres avec d'autres et des échanges entre étudiants. Et justement, les rencontres dont vous parlez, les professionnels, ce sont les professeurs? Comment ça fonctionne Non, en fait? il y a à la fois les deux. Il y a des professeurs, puisqu'il faut délivrer 2 titres. Ce sont quand même 2 masters spécialisés, donc conférence des grandes écoles d'un côté, université italienne de l'autre. Donc, on est obligé, parce que nous sommes accrédités avec toutes les couronnes internationales, n'est-ce pas, d'avoir un minimum de cours fondamentaux délivrés par des professeurs de SCP et ou de Ca' Foscari, mais qui se sont spécialisés sur les sujets. Ça, c'est la première partie. Mais après, tout le reste, et tous les professeurs travaillent avec des professionnels. Et donc, il y a beaucoup de professionnels. Voilà. L'idée, qui sont souvent d'ailleurs maintenant de plus en plus des anciens du Mabac. Parce qu'avec 10-12 ans, on a des gens qui ont des responsabilités et qui du coup viennent partager. Tes profs professionnels, on va les appeler comme ça, ils venaient d'où? Est-ce qu'on peut donner quelques noms d'institutions? Oui, tout à fait. Du coup, il y avait une partie de professionnels à Venise, par exemple, qui venaient directement de la Galleria dell'Accademia, de la Fenice, etc. Donc de grandes institutions qui, pour nous, sont des modèles à suivre et qui sont des exemples, en fait, dont on n'a jamais accès, en fait, sans ce master-là. C'est vraiment un accès direct à des professionnels avec qui on échange, en fait. Et c'est des vrais entretiens qui sont essentiels pour nous, d'une part pour avoir des conseils, et de deux, pour avoir aussi des avis sur notre parcours et comment faire. Donc c'est vraiment enrichissant de rencontrer ces personnes-là, pour nous, qui sont des modèles, en fait. Alors, on va faire une petite pause dans les questions. Très bien. Et on passe aux 3 mots max. Le 3 mots max, c'est 3 mots maximum pour définir leur programme et à chaque mot, un argument. C'est à vous. Alors, le premier mot, c'est création. Parce qu'au cœur du dispositif, il y a les œuvres. Il faut qu'elles soient originales. On a un peu tendance à parler de contenu aujourd'hui, mais à mon avis, ce qui est important, c'est de la création. Ça, c'est vraiment le premier mot. Voilà. Ok, votre premier mot, création. Votre deuxième mot? Volonté. Volonté, parce que la volonté, c'est un moteur. Pour intégrer les entreprises culturelles, il faut avoir une volonté à toute épreuve. Et puis, la volonté, c'est cette volonté de faire partager les œuvres. Et ça m'amène à mon troisième mot, qui est le mot passeur. Nos étudiants sont des passeurs. L'objectif, c'est de faire connaître ces œuvres au plus grand nombre. Et donc, d'être parfois un peu humble par rapport, et je pense à la question de tout à l'heure, voilà, et d'être capable de rendre les choses possibles et d'avoir accès à la culture. Voilà, c'est vraiment, voilà, donc on répète, création, volonté et passeur. Très Voilà. bien, merci pour ces 3 mots. Je vous laisse passer à la suite des questions. Parfait. Je vous laisse aller lire. Oui, quelle aide est apportée par vous-même lors de la recherche de stage? Je sais qu'il y a énormément de candidats pour chaque offre dans le secteur. Effectivement. Alors, je vais répondre. Donc, quelle aide est apportée par nous-mêmes dans la recherche de stage? La première des choses, c'est qu'on reçoit, enfin je reçois, et mon collègue de Venise, c'est pareil, énormément d'offres de stage qui arrivent en direct sur le Mabac, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mélangés avec toutes les offres qu'on a sur Profil Culture ou autre. Et donc, ces offres, elles sont immédiatement diffusées auprès des étudiants de la promo en cours et de la promo précédente qui sont parfois encore en train de chercher. Première chose. Deuxième chose, comment on les aide? Eh bien, on les aide parce qu'on va leur conseiller tel ou tel itinéraire. Il y a des entreprises qui peuvent paraître tout à fait, intéressantes vues de l'extérieur et sur lesquelles on sait bien que derrière, il n'y aura pas d'emploi. Nous, l'objectif, c'est l'insertion professionnelle. Donc, on va essayer de démystifier les choses et on va aider. Alors, certains étudiants ne nous contactent pas, d'autres nous contactent et on est toujours là pour discuter et pour dire, là, ça vaut la peine d'y aller. Là, voilà, on a quand même beaucoup d'expérience sur le secteur. Est-ce que toi, ça t'a aidé? Oui, tout à fait. Ouais. On a eu beaucoup d'offres reçues directement dans notre boîte mail. Donc
déjà, d'une part, on Ouais. avait une certaine aide. De l'autre côté, on a bien sûr le traditionnel profil culture Ouais. et d'autres secteurs, Oui, mais plateformes finalement. je pense qui que aident. la question fait référence à ça aussi. Voilà. Profil culture. C'est- Bon, oui, Voilà. on lance sa petite Mais pièce dans le Voilà. puits et on puis fait un vœu. voit, Quoi. on attend, voilà, C'est si vrai. ça fait un petit gling. C'est Voilà. vrai, mais en fait, grâce au réseau qu'on a créé, des anciens justement, et Mhm. des professionnels qu'on a rencontrés, il y a ça aussi, c'est ce secteur-là où on n'y pense pas forcément, mais en fait, c'est vraiment aussi Ouais. de pouvoir échanger, parler et avoir aussi donc un œil sur telle institution. Et s'il y a un ancien, pourquoi pas échanger avec lui et dire est-ce que ce poste-là, je pourrais postuler, est-ce que tu Ou pas, penses ou qu'est-ce pas que tu en penses? Et voilà, Et avoir un l'aide, avis. elle est là-dessus. À chaque fois qu'il y a une offre et qu'il y a quelqu'un qui est intéressé, on va essayer de contacter un ancien qui est dans l'institution et on décrypte. Et on dit là, c'est bien, là, non. Et alors, Voilà. les stages, on peut les faire en France, on peut les faire en Partout, Italie. partout. On peut Ils les faire vont en où, France, vos en étudiants? Italie. Ils vont partout. Alors là, franchement, mais pas seulement en France et en Italie, parce qu'il n'y a pas que des Italiens et des Français. Hein. On a des Chinois, on a des Russes. Chaque année, il y a des gens qui viennent d'autres continents ou d'autres pays. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que alors là, pour le coup, eux, au niveau des 3 langues, hein, on prend ça, une Russe qui était là, c'était pas votre promo, c'était la promo d'avant, à la fin, elle parlait les 3 langues. Hein, et donc, ils peuvent aller faire leur stage absolument partout. On en a qui partent aux États-Unis, on a des étudiants chinois qui retournent en Chine, etc. Donc, c'est pas seulement la France et l'Italie. La seule chose, c'est que pourquoi la langue est importante. Un étudiant français qui veut aller faire un stage en Italie, il a intérêt à maîtriser l'italien. Et pareil pour les étudiants italiens. Eh oui, parce que sinon, si on ne parle pas la langue d'un pays, on ne peut pas y travailler. Il ne faut pas rêver, tout ne passe pas par l'anglais. Au quotidien, on parle dans la langue du pays. Voilà. Et Je suis bien contente de vous l'entendre dire. C'est pour ça qu'on est très attaché au fait qu'il y ait 3 langues. Ok. Hein, c'est très facile de dire on fait un programme en anglais. Bon, d'accord. Mais pour trouver un job, c'est pas comme ça que ça marche. Surtout dans la culture. Très bien. Voilà. Je vous laisse passer à la question suivante. Quel ratio candidat admis? Ah bah écoutez, cette année, je vais vous donner, moi je suis toujours cash. Hein. Donc cette année, on a eu un peu plus de 100 candidats. Quand je dis cette année, c'était la promo précédente, celle qui est en cours. Ok. Hein, pas la vôtre, celle qui est en cours là maintenant. Ah parce oui. que vous êtes en train de terminer, mais j'en ai qui arrivent à Paris au mois de janvier. Et donc il y avait un peu plus de 100 candidats et on en a admis une cinquantaine. C'est Une 1 sur 2. cinquantaine? Ok. Cette année, c'est 1 sur 2. Et qu'est-ce qui va faire que le 1 sur 2 qui n'est pas retenu ne sera pas retenu? Est-ce que ça se joue au niveau du dossier, au niveau des notes, au C'est niveau pas de tant le l'entretien? dossier, on le trie avant. Donc, quand on arrive pour être reçu à l'entretien, c'est... Donc c'est 100 candidats en entretien Voilà, que vous voyez en oui, entretien. oui, c'est 100 candidats en entretien entre les deux, entre Paris et Venise, hein, je peux tout mélanger. Hein. Donc on en a vu une centaine cette année. Qu'est-ce qu'il va faire? La motivation, la capacité à s'adapter, à avoir envie. C'est compliqué comme formation. Il faut de l'énergie, il faut vouloir vivre l'aventure, quoi. Donc on essaye de tester un peu la personnalité. On a des personnes qui ont des CV exceptionnels sur le papier, mais qui, dans leur relation humaine, dans leur intelligence émotionnelle, vont être peu armés pour aller dans ces secteurs. Quel type de questions vous posez pour tester leur personnalité? Alors moi, il n'y a pas de question de culture générale. Je réponds à la question de tout à l'heure. Là, c'est pas notre problème. On n'est pas en entretien de Sciences Po. C'est un petit peu d'essayer de voir ce que les gens ont envie de faire. Voilà. Comment ils voient les choses, qu'est-ce qu'ils imaginent pour l'avenir. C'est très informel. On fait passer des entretiens très sympas. Ok, voilà. c'est bienveillant. C'est très bienveillant. Mais c'est fourbe alors, parce que vous n'en prenez pas 1 sur 2, mais vous êtes bienveillant. Non, on peut pas, c'est un concours, hein, Ouais. et puis on ne va pas prendre 100 candidats et puis après avoir 50 chômeurs. C'est pas possible. Donc l'effectif de 50, 55, on n'ira jamais au-delà. Ok. Parce que c'est quand même pas un secteur, même s'il est très européen, puisque les emplois sont partout, ça reste la culture. Hein. Bien que ce soit les industries culturelles, ça pèse un poids. Quand on voit les études Ernst & Young, c'est énorme quand même. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour faire partie des 50-55 heureux élus qui passent les euros? Oui, je pense qu'un conseil, c'est déjà bien connaître son parcours et savoir pourquoi on l'a fait et pourquoi on arrive ici, donc d'une part. Et je pense que c'est aussi un travail sur soi-même à faire. Et de deux, en entretien, rester très zen. Ouais. Je pense que moi, en entretien, j'ai beaucoup apprécié aussi les personnalités que j'ai rencontrées. C'est-à-dire Marie-Pierre et puis aussi notre directeur de Venise. J'ai trouvé ça hyper cordial et donc pour moi, c'était vraiment très simple. Donc pas de stress. Pas de Ouais. questions pièges? Non, plus. jamais. Non. C'est pas le but. Non. Jamais. Ça dure combien de temps l'entretien? Oh, je sais même 20 plus. minutes, 25 minutes. Donc Ok. l'idée, c'est d'être bien, quoi. Ok. Voilà. Alors c'est vrai que c'est vite, hein. Ça va vite. Mais bon, c'est comme ça. C'est un concours, on ne peut pas garder les gens pendant 1 heure. Donc voilà. Très bien, je vous laisse passer à la question suivante. On reste longtemps en stage après ce MS? Non.
Pas vraiment. En fait, j'ai regardé les stats sur les deux, parce que quand même, j'ai un peu préparé, sur les 2 promos précédentes. On a un taux d'intégration qui était de 70% 3 mois après. Donc, taux d'intégration, ça veut dire hors stage. Job. CDD, Alors, CDI. on a une tendance aujourd'hui, les étudiants ont du mal. Alors, je pense plus aux étudiants italiens qu'aux étudiants français qui ont une tendance à s'intégrer beaucoup plus vite. Les Italiens, c'est un peu différent, je dois dire, hein, parce que c'est pas la même démarche, la même mentalité, etc. Mais nos étudiants français, ils ont bien compris tout de suite, et Dieu sait si je leur répète dès la rentrée, que l'objectif du stage, c'est de ne pas y rester. Et de choisir un stage, c'est d'essayer de déboucher sur un emploi. Donc, du coup, l'intégration se fait. Voilà, ça se fait rapidement. Et quand vous dites 70%, c'est CDD et CDI confondus. C'est CDD et CDI confondus. Alors, la tendance dans tous les secteurs d'activité, c'est de prendre les gens en CDD. On ne va pas rêver. On le sait. Maintenant, ça ne veut rien dire, parce que les CDD sont transformés derrière. Il y a les CDD qui sont moins transformés dans les très grands groupes, qui sont, je dirais, les CDD congé de maternité. Donc ça c'est moi. Mais pour le CDD classique, de l'équipe qui a besoin de quelqu'un en plus, vous savez, on diffuse un CV Book qui est diffusé début janvier. Déjà, on est fin décembre, là pour les CV de la promo en cours, j'ai des entreprises qui me disent « alors le CV Book ». C'est-à-dire qu'en clair, on a des gens qui savent très bien, à l'avance, qui vont choisir un stagiaire. Alors moi, je repère les entreprises qui ne prennent que des stagiaires et celles qui embauchent derrière. Et c'est là que j'interviens pour dire là, voilà. Okay. Donc le temps d'intégration, mais encore une fois, la volonté, c'est le mot. Il faut y aller, quoi. Hein. Si on attend qu'on vienne vous chercher, personne ne vient vous chercher. Très bien. C'est une réponse très complète. Je vais vous laisser enchaîner avec la suivante. Alors, des infos sur le réseau du MS. Le réseau du MS, oui, je peux continuer. Ouais. Alors, et puis vous irez après. Alors, le réseau du MS, le MABAC, on l'appelle le MABAC. Hein. Maintenant, il faut se mettre dans le truc. Le MABAC, c'est un réseau, à peu près, on a aujourd'hui à peu près 500 diplômés, puisqu'il a 11 ans. C'est un réseau qui est présent sur Facebook. On a un site LinkedIn MABAC. Et donc, on a eu l'année dernière, et vous en y étiez bénéficiaire, pour les 10 ans du master, on a fait la fête. C'était génial. Ouais. On a été reçus par la Biennale de Venise. On a fait une silent party, c'était d'un chic. Ah oui, vous dansiez avec des casques pour ne pas faire de bruit. On ne peut pas à Venise. Et donc on a eu, sur les fameux 500, à l'époque ils n'étaient que 450, on a eu près de 300 étudiants, près de 300 anciens du MABAC qui sont venus. Deuxième réseau, le réseau ESCP Europe, les alumni. Il y a 50 000 anciens et l'école qui a diplômé le plus d'anciens dans la culture. Dans la culture en général. On en a partout. Donc il y a à la fois, vous prenez par exemple l'Opéra, qui a recruté encore cette année un étudiant. Je ne sais pas, des anciens de SCP à l'Opéra, on en a, je ne sais pas, une quinzaine. Je prends l'Opéra, mais je pourrais prendre l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris. Okay. Donc voilà, donc il y a le réseau des anciens ESCP, qui sont là, et donc souvent les dirigeants de ces grandes maisons, ce sont des anciens. Vous prenez le dirigeant du Théâtre des Champs-Élysées ou le directeur de l'Opéra, le directeur administratif de l'Opéra, c'est des anciens ESCP. Donc c'est des gens qui ont fait l'ESCP avant que le master existe. Et donc depuis, ils recrutent des anciens du MABAC, et voilà. Donc c'est un vrai réseau. Tu as eu contact avec ce réseau ? Tout à fait. Surtout à Venise, on a eu la chance d'assister aux 10 ans du master. Et c'est là où on a pu rencontrer face à face vraiment tous les anciens étudiants. Donc c'était formidable. On leur posait plein de questions sur leur parcours avant. Et c'est là où nous, on a fait des rencontres enrichissantes. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle je travaille, chez Art Graphique et Patrimoine, je suis avec une ancienne du MABAC. Donc c'est extraordinaire de pouvoir échanger. Et c'est pas ça qui m'a aidé à rentrer dans la société. Au contraire, j'ai passé un entretien tout à fait classique, on va dire. Donc c'est pas un réseau où il y a un accès direct. Il faut quand même passer, on va dire, les traditionnels en entretien. Oui, ça, et ça nous forme, c'est tant mieux. Alors on va continuer dans un sujet sérieux puisqu'on passe à la question experte. Experte, allons-y. La question experte, Caroline, tu peux la lire. Oui. Au vu du faible turnover dans le monde de la culture et du faible nombre de postes, n'est-il pas risqué de payer 14 200 € un master spécialisé dans le secteur ? Alors, je ne sais pas. Moi, je vais répondre toi aussi. qui l'as fait, parce que tu l'as payé ce master. Oui, je l'ai payé, j'ai fait un prêt étudiant, comme tout le monde. Donc, c'est ça aussi l'intérêt, c'est d'avoir un prêt étudiant. Ça sert à ça. Et en fait, aujourd'hui, je suis recrutée en CDI dans une autre société et je calcule aussi en fonction de mon prêt étudiant
quelle somme, quel salaire je vais pouvoir demander. Donc, généralement, après, c'est... Le retour sur investissement est satisfaisant d'un point de vue financier pour toi? Oui, en fait, on s'en rend compte dans les entretiens. Dans toutes les fiches de poste, aujourd'hui, je vois école de commerce. Dans la culture, et donc c'est vraiment répandu. Donc c'est quelque chose qui, il y a 5 ans encore, était plus faible. Aujourd'hui, je le vois quasiment dans toutes les fiches de poste, pour tous les CDI, CDD et même limite stage. Ils réclament quand même une école de commerce en plus des études antérieures, donc histoire de l'art, tout ça. Après, quand on regarde sur votre site, vous annoncez un salaire moyen qui est autour de 30K. Oui, on démarre à 30K. Il y a des entreprises qui ont l'audace de payer moins cher, mais dans ce cas-là, elles n'ont plus les étudiants. Voilà. On démarre à 30K. Après, quand on a de l'expérience, c'est plutôt 35, 38, 40, bien sûr. Mais pour des débutants, c'est 30K. Il faut quand même amortir le coût d'investissement. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un diplôme grande école et un diplôme de l'Université de Venise. Mais sur le diplôme grande école, on le sait très bien, un label grande école, ça pousse vers l'emploi. C'est une évidence, hein. C'est pas seulement dans la culture. Qu'est-ce qui se passe dans la culture? On a la révolution numérique. Et aujourd'hui, on demande d'avoir des étudiants qui soient capables de gérer ces produits, qui s'y connaissent, qui savent ce que c'est qu'InDesign, qui savent ce que c'est comment on fait une appli et comment on communique. Et ça, on l'apprend dans le master. Et donc, du coup, ça donne une garantie à ces entreprises. On dit qu'il n'y a pas beaucoup de turnover dans la culture. Là, je pense que la culture, c'est vraiment un secteur qui est en train de basculer. Parce que l'appel des outils numériques fait qu'on a besoin de nouvelles compétences. Ces compétences, on les donne dans le master. Et moi, je le vois, c'est une sorte d'appel d'air. J'étais un peu en avance il y a 2-3 ans. Je disais, il faut faire du numérique, il faut faire du numérique. Je me dis, mais non. Là, je le vois. Hein. Et sur le master édition cette année, où on a, et sur celui-là, il y a beaucoup d'emplois qui vont là-dessus. Et là, il faut être école de commerce et il faut savoir faire. Voilà. Donc, ça bouge dans la culture. Hein, c'est sûr que si on va dans des maisons culturelles très, très, très fermées, là, c'est peut-être pas là qu'on trouvera un emploi bien rémunéré qui nous permettra d'amortir les frais de formation. Ok. Puis le SCP Europe, c'est une école qui est classée dans les meilleures mondiales. Donc, de toutes les façons, ce n'est pas un mauvais investissement. Quoi qu'il arrive. Tout à fait. C'est vrai. Il faut avoir les pieds sur terre. Alors, je vous laisse enchaîner avec la question suivante. Ah, ça, c'est pour vous, celle-là. Regardez. J'ai pris l'habitude de travailler seule à la fac, master, recherche, lettres modernes. Devrais-je m'habituer aux travaux de groupe à l'SCP? Alors oui. Alors là, oui. Oui, 100%, oui. C'est obligatoire. Ah, oui. C'est surprenant. Alors, est-ce que toi, tu as été habituée aux travaux de groupe dans ton parcours antérieur? Dans mon parcours antérieur, pas vraiment. Hormis en histoire de l'art, où là, on a commencé à travailler en groupe. À l'ESCP, ça a été différent. C'est vraiment quelque chose de challengeant. C'est-à-dire que travailler en groupe relève à la fois de l'humain, du coup, il faut aussi comprendre ses partenaires, et en même temps, un travail efficace et rapide, très organisé, parce que les professeurs nous chronomètrent à chaque fois. Et c'est ça aussi les challenges. Moi, j'ai beaucoup aimé ces défis-là, puisqu'en fait, je les retrouve dans le monde professionnel ensuite. Et sur quoi tu as travaillé? Tu peux me donner un exemple d'un travail de groupe qui t'a particulièrement plu? Oui, on avait des cas, en fait, à traiter, et on avait aussi des travaux à monter de toutes pièces. On a créé une application avec 3 autres filles du master, et donc c'était une application mobile avec tout un business plan à créer, et donc de A à Z l'application à faire. Et c'était quoi comme application? C'était Moody Art App, c'était une application pour comprendre l'histoire de l'art et jouer avec. Okay. Donc c'est ludique et pédagogique. Et elle existe toujours, cette application? Alors elle n'a pas été montée vraiment elle n'a pas été exploitée. Propre, voilà. Elle n'a pas été exploitée, mais en revanche on a tout le business model qui a été fait, donc si un jour on veut la faire, tout est possible. Voilà. Et quand je vous dis que c'est un laboratoire, c'est vraiment concret. Hein, c'est quelles sont les bonnes pratiques, comment on s'y prend. Et là, il faut savoir faire un compte d'exploitation prévisionnel, etc. Voilà. Et quand on dit faire une appli, alors on fait le business plan, on ne fait pas l'application, on ne va pas faire de l'informatique. On ne va pas jusqu'à la partie technique. J'imagine que le développement technologique, il n'est pas fait. Vous n'avez pas des informaticiens dans vos étudiants? Sauf ça arrive. Si, il y a certaines promos où on a des informaticiens qui viennent apprendre le management. Alors là, quand on en a un ou deux, on en a eu pas mal. On a eu des centraliens à un moment et on a eu des gens, voilà. Alors eux, ils vont là-dessus. Alors là, pour le coup, voilà. Mais ça va dépendre un peu de nous. Vous savez, je ne sais pas ce qui va venir. Non, je regardais la question d'après, mais je finis sur l'origine des étudiants. L'intérêt pour nous, c'est de choisir dans les 50 sur 100. On va prendre des gens un peu différents. On ne va pas prendre que des philosophes, que des historiens d'art, ou que voilà. Oui. On va essayer de panacher entre différentes formations d'origine, de façon à ce que sur le marché du travail, on ne crée pas un embouteillage.
avec des compétences différentes. Et donc, du coup, on peut avoir des ingénieurs, effectivement. Même si ce n'est pas la majorité de vos promos? Non, ce n'est pas la majorité, mais il y en a toujours un ou deux. Et quand on en a, on est très content de les prendre. Et du coup, ça serait quoi le profil le plus classique que vous ayez? Même si vous essayez de panacher, j'imagine qu'il y en a quand même un qui sort du lot. Dans la culture, qui a de l'appétit pour la culture? Les gens qui ont fait l'école du Louvre, avec qui on est partenaire d'ailleurs sur la formation des commissaires-priseurs, ou des gens qui ont fait de l'histoire de l'art ailleurs, ou qui ont fait les beaux-arts, ou des gens qui ont fait des lettres, etc. C'est normal, voilà. Mais pour autant, il y a des gens qui ont fait Sciences Po, il y a des gens qui ont fait des écoles de commerce, il y a des gens qui ont fait du droit, il y a des gens qui ont fait des sciences. Donc l'idée, c'est que ce soit la culture, on peut avoir bien répondu aux demandes des parents et avoir fait classe préparatoire, école d'ingénieur, se retrouver au bout de 5 ans et se dire, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi, ce que j'aime, c'est la musique et j'ai envie de travailler dans la musique. Et du coup, on les retrouve au Mabac. Voilà, c'est... Je laisse passer la question suivante. Le secteur de la culture étant malgré tout assez bouché en France, préparez-vous préparez-vous aussi vos étudiants à travailler à l'étranger. C'est bien l'ADN du master, ça, de travailler à l'étranger. Travailler en 3 langues, avec des gens qui viennent de tous les pays. Alors, si on regarde au niveau des stats, si vous avez révisé vos stats. Alors, les stats, ça va dépendre. Bien sûr, nos étudiants non français et non italiens partent retravailler dans leur pays d'origine. On a eu des Norvégiens, on a eu des Néerlandais, on a eu des Chinois. Donc, eux, ils retournent dans leur pays. Donc, ça, voilà. On a des étudiants aussi italiens et ou français qui travaillent à l'inverse dans les 2 pays, ou aux États-Unis et en Grande-Bretagne, où là, vraiment, c'est pas du tout le même marché culturel, mais il y a de l'emploi pour des managers, parce qu'on est dans une logique qui est beaucoup plus business dans le monde anglo-saxon que dans le monde traditionnel. La difficulté des secteurs culturels, je pense en France comme en Italie, c'est que c'est pour le moment, je disais, c'était très étatisé, très public. Or, avec l'émergence des fondations privées, on voit apparaître un secteur privé qui devient très fort dans la culture. Et là, pour le coup, c'est pas bouché. Je peux vous dire, par exemple, les grandes maisons de luxe embauchent des étudiants du Mabac. Même si c'est pas votre cœur de cible à l'origine. Non, parce que dans une grande maison de luxe, je sais pas, vous prenez Hermès, par exemple, ils vont faire des très beaux catalogues, ils vont faire des applis, vous prenez Louis Vuitton, ils vont faire voilà. Et donc, du coup, naturellement, ils vont faire des invitations au voyage et ils ont besoin de gestionnaires de projets. Ok. Donc, et au niveau des Français, donc les Français qui sont dans ta promo, est-ce que tu as des camarades qui travaillent à l'étranger? À l'étranger, de mémoire, j'en ai quelques-uns. Londres aussi. Cette année, et l'Italie beaucoup aussi. Okay. Mais c'est des choix en fait, plus qu'autre chose. Et donc l'idée c'était, on voyait aussi la Suède, je pense. Mais l'idée c'était vraiment pour eux d'avoir une nouvelle expérience qu'ils n'avaient pas eue auparavant et l'opportunité d'avoir un stage à l'étranger. Okay. Tout à fait. Ouais. Donc ils ont d'abord commencé par un stage et ensuite ils ont trouvé un emploi. Exactement. Voilà. Okay. Toujours avec la maîtrise de la langue. Juriste de formation, entrepreneur dans l'âme et passionné d'art, ce MS peut-il me permettre de développer mon projet entrepreneurial mêlant propriété artistique et nouvelles technologies? Oh ben là, évidemment, les juristes se placent extrêmement bien dans le secteur. Alors, pour le coup, et ils sont pas forcément juristes. Alors pour le coup, je pense que lui, il veut être entrepreneur. Voilà, c'est fondé ça. Alors moi qui suis juriste et qui forme des juristes, je sais qu'on les forme pas très très bien en management. Donc l'avantage du Mabac, c'est que ça complète la formation de juriste. Après, l'objectif, c'est de gérer des projets culturels, et je pense que c'est ce qu'il veut faire. Être bon en propriété littéraire artistique, c'est bien. En nouvelles technologies, on a des cours sur le big data, sur tous les nouveaux outils, voilà. Et ensuite, il faut savoir compter, il faut savoir faire du marketing, de la communication. Donc effectivement, les juristes sont tout à fait appréciés. Pour ce qui est de la formation, oui. Est-ce que vous avez plus concrètement un parcours pour les entrepreneurs ou un incubateur, quelque chose? Alors à l'ESCP, il y a bien sûr un incubateur, donc puisqu'on a à la fois un master entrepreneuriat, on a un incubateur, enfin il y a plein de choses. C'est vrai que c'est une tendance forte du marché aujourd'hui que d'avoir certains étudiants qui partent vers l'entrepreneuriat. Et donc là, on les aide. On les aide parce qu'on a les outils sur place et que le SCP, c'est une école dans laquelle il y a longtemps qu'on travaille sur ces nouveaux Vous n'avez projets. Jamais eu un entrepreneur dans la promo? Quelqu'un qui a effectivement monté sa boîte? Si, on en a plusieurs. J'en ai encore, cette année, il y en a encore qui vont monter leur boîte ou qui ont déjà un projet avant et qui viennent renforcer leurs connaissances pour pouvoir accélérer leur projet. Qu'est-ce qui va leur manquer souvent? C'est de faire un business plan. Ils ne savent pas bien faire un compte d'exploitation prévisionnelle, ça quand ils arrivent, surtout les juristes, ils ne savent pas. La finance, la fiscalité, ils sont plus à l'aise, mais tout ce qui est compta, contrôle, etc., ils ne savent pas. Donc ça, il faut l'apprendre. Et ça, dans le master, on apprend à le faire. Alors donc, ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Déjà, mon Dieu. Mais je vais vous laisser une minute de conclusion si vous souhaitez ajouter quelque chose. Je vous laisse la parole. Merci. Donc en fait, le master, il peut vraiment servir autant à ceux qui ont un vrai projet en tête et aussi à ceux qui n'en ont pas vraiment, mais qui savent foncièrement, qui sont curieux pour la culture. Je pense que c'est essentiel d'avoir ça à l'esprit en fait.
Ok, Marie-Pierre? Rejoindre le master, c'est apprendre à valoriser des productions culturelles et puis surtout vivre une super aventure humaine. Oui. Moi, si j'avais quelques années de moins, je le suivrais bien, mais bon, voilà. Vous êtes de l'autre côté de la barrière. Oui, mais j'ai été administrateur de théâtre pendant longtemps et j'ai appris sur le tas. Et là, ça permet d'accélérer. C'est un accélérateur de compétences, voilà. D'où la raison pour laquelle on a monté ce programme. Très bien. Voilà. Et merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À plus!